dans cette vidéo, on va apprendre le langage de programmation Kotlin. Donc, Kotlin, c'est un langage de programmation très récent. Il a commencé en 2015. La société qu'elle a créée, c'est la société JetBrains. C'est la même société qui a créé ce fameux logiciel IntelliJ. C'est un IDE. Oui, qui a créé aussi l'IDE Android Studio si vous avez déjà fait de développement Android. Donc le langage de programmation Kotlin, elle est maintenant très connue, elle est très utilisée aussi comme remplaçant de Java. On ne peut pas dire qu'elle remplace complètement Java, mais dans plusieurs cas, oui, c'est vrai. Parce que si on regarde le taux de croissance de ce langage et si on regarde le nombre de développeurs ou bien le nombre des applications Android qui utilisent déjà Kotlin, on voit bien que le nombre est en croissance. Donc, c'est pour ça et c'est vraiment intéressant d'apprendre ce langage de programmation parce qu'il n'est pas utilisé juste pour le développement des applications Android, il est aussi utilisé pour le back-end, pour les applications en Spring Boot. Plusieurs sociétés maintenant utilisent Kotlin comme remplaçant de Java pour Spring Boot. Donc, c'est vraiment un langage très intéressant à apprendre et aussi, il est très simple. C'est un langage avec un syntaxe moderne. Donc, si vous n'aimez pas le syntaxe de Java ou si vous voulez être à jour avec le nouveau syntaxe des langages de programmation comme Swift, comme Scala, comme tous les langages de programmation qui viennent de se lancer. Donc, c'est vraiment intéressant d'apprendre Kotlin. On va commencer aujourd'hui directement par apprendre Kotlin, par créer un nouveau projet et démarrer cette formation et ce parcours d'apprentissage. Je ne vais pas passer par l'étape d'installation d'IntelliJ, c'est vraiment de l'installation vraiment simple, c'est juste des suivants partout. Donc vous n'avez pas vraiment quelque chose de compliqué que je dois vous montrer. Vous pouvez tout simplement regarder ici. IntelliJ. Là, c'est le site de la société jetbrains.com. Donc, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez prendre la solution, la Community. Donc, c'est une solution gratuite. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est gratuit, open source, tout ça. Donc, si vous voulez utiliser la version Ultimate, c'est payant. C'est juste, vous avez 3 jours gratuits. Après, ça sera payant. Donc, vous avez IntelliJ pour Windows, pour macOS, pour Linux, donc pour tous les systèmes d'exploitation plus ou moins. Donc, pour moi, je pense que la version Community, c'est déjà suffisante pour qu'on va faire et pour presque toutes les utilisations de Kotlin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer directement un projet. On va pas tarder à présenter le langage, les dieux et tout ça, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé à apprendre Kotlin. Donc, je vais commencer par faire un new project. Donc, ou bien un nouveau projet, ça dépend de la langue de votre machine. Donc, ici, je vais sélectionner Kotlin. Donc, là aussi, je vais sélectionner la version de JDK que j'ai sur mon PC. Là, la version de JDK, c'est-à-dire la version de Java Developer Kit, parce que Kotlin utilise le JVM, le Java Machine Virtuelle de Java. Donc, on doit avoir le JDK installé sur nos machines. Donc là, vous pouvez sélectionner une version si vous l'avez déjà ou bien tout simplement, vous pouvez faire download JDK et vous suivez les instructions, vous suivez les étapes pour downloader ou bien pour télécharger ce JDK sur votre machine. Donc, comme je viens de le dire, j'explique vite fait. Le JDK, c'est le Java Development Kit. C'est tout un kit, c'est tout un ensemble d'outils à utiliser pour développer, pour pouvoir créer des applications Java. Il contient quelque chose qui s'appelle le JRE, qui est le Java Runtime Environment, qui est l'environnement d'exécution de Java, qui lui contient le JVM, qui est le Java Virtual Machine, qui est la machine virtuelle de Java. Ce qui fait que Java est portable, qu'on peut prendre Java de machine Windows et l'exécuter le même projet sur une machine Linux ou sur une machine avec macOS. Donc, c'est la portabilité de Java en quelque sorte. Donc, c'est le JVM qui fait en sorte que ça, c'est possible. Donc, je vais choisir Kotlin là et je vais faire Next. Je vais choisir un nom pour mon projet. Donc, tuto Kotlin 1 par exemple. C'est tout simplement. Et là, sur ma desktop, je vais créer un dossier. Par exemple,
un workspace pour la formation. Donc je vais aller ici sur desktop et là je vais faire un new project. Je vais l'appeler formation Kotlin. Ok. Là c'est juste le workspace, c'est-à-dire où on va travailler, l'espace de travail. Donc après on va donner un nom pour notre projet qui est là. Donc ça va être formation Kotlin / le tuto Kotlin 1. Donc finish. Et là, l'IntelliJ va créer notre projet et va démarrer le projet. Ça ne va pas prendre de temps parce que c'est un tout petit projet. Ce n'est pas un projet Android ou bien un projet web, c'est un projet Kotlin standard. Donc, vous allez ici apprendre le syntaxe de Kotlin et pas de développement d'une application web avec Kotlin ou bien le développement d'une application mobile avec Kotlin. Ça arrivera dans les prochaines formations, mais pour le moment, on va apprendre le syntaxe lui-même, comment créer des applications, comment créer un programme avec Kotlin. Et après, on va poursuivre les formations, si vous voulez, avec la création des applications mobiles avec Kotlin et aussi la création des applications Spring Boot avec Kotlin. Donc, vous voyez là que le projet est très simple et très basique, il n'y a rien de spécial. On a un dossier SRC qui est le dossier source dans lequel on va mettre tous nos fichiers sources, tous nos codes sources. Aussi, vous avez des external libraries qui sont des librairies qui viennent de JDK, Java Development Kit. Donc, ce sont les librairies qu'on va utiliser dans notre développement, parce que une librairie déjà c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions, un ensemble de méthodes, un ensemble de classes qui sont déjà développées par quelqu'un d'autre qui sont les développeurs de Kotlin ou de Java et tout. Et nous, on va les réutiliser quand on aura besoin. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour faire la racine carrée, on va utiliser une librairie qui s'appelle math. On peut utiliser pour faire d'autres opérations aussi. On va utiliser d'autres trucs pour l'affichage, pour lecture du clavier et tout ça. Donc, pour faire tout ça, on aura besoin de quelques trucs qui sont déjà développés, de quelques librairies ou bien de quelques fonctionnalités qui sont déjà développées par IntelliJ ou bien par JetBrains, qui est le créateur de Kotlin. Aussi, vous pouvez remarquer que ici, Kotlin utilise pas mal de librairies de Java. Donc ça devrait pas vous étonner parce que Kotlin est déjà là pour remplacer Java, pour être une alternative de Java plus simple, une alternative plutôt plus simple de Java. Donc vous voyez pas mal de librairies Java qui sont là. Donc on peut utiliser, on peut réutiliser beaucoup plus facilement que leur utilisation en Java. Donc ça c'est idéal, ça c'est rien, c'est juste un fichier pour des configurations pour IntelliJ. Si vous avez le même projet dans un autre IDE, vous n'allez pas le trouver. Donc pour l'occasion, vous pouvez aussi utiliser Eclipse pour le développement. Donc si vous n'êtes pas obligé d'utiliser IntelliJ, vous pouvez aussi utiliser Eclipse. Donc si vous vous sentez mieux, vous vous sentez à l'aise avec Eclipse, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a rien qui va changer. C'est le même code, c'est de Kotlin. Après, c'est l'IDE, c'est où on écrit. C'est juste ça qui va changer. On va commencer par créer notre première classe. Donc, on va faire new Kotlin file ou bien classe. Vous pouvez bien sûr créer une classe, mais là, je vais utiliser un fichier normal parce que là, ça sera notre point d'entrée. C'est pas une classe. Donc, c'est juste un fichier normal. Il va contenir notre fonction de départ, notre fonction d'entrée au programme. Ça sera la classe, on peut l'appeler comme on veut, main programme par exemple. Donc là, c'est un fichier normal, il contient rien de tout, il n'y a rien dedans. Donc on va faire fin, c'est pour dire que c'est une fonction, main, ça s'appelle main, hop, et on ouvre les crochets. Là, c'est vraiment simple. Si c'était du Java, vous allez écrire classe et après, ça doit être comme ça. Et tout ça, ça va être par là. Et bien sûr, ça ne sera pas main, ça sera comme ça. Main et public static void, comme ça. Public static void avec un ensemble de paramètres comme ça. Mais en Kotlin, tout ça n'est pas obligatoire. Bah, c'est optionnel, on peut juste le zapper. Donc on peut tout simplement faire comme ça. Hop, le main, vous voyez bien ici qu'il y a cette petite flèche verte. Donc on peut écrire ce qu'on veut ici, notre traitement ici.
et on va juste cliquer sur ça pour que ça démarre. Bien sûr, on n'a rien à afficher, donc ça ne va rien faire. Donc, on doit ajouter un peu de code. Et que, comme tous les langages de programmation, on va afficher println, on va faire un println hello world. OK. Donc, mais on va faire, on va faire bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc là, je vais démarrer mon programme. C'est simple. Soit vous faites comme ça, clic droit sur ça et vous faites Run Programme Main, ou bien vous faites un clic ici. Donc vous l'exécutez comme ça. C'est vraiment simple. Il n'y a rien de magique ici. Donc là, vous voyez bien qu'il fait le build, c'est-à-dire il crée le projet, il le compile. Donc il check, il vérifie si on n'a pas des fautes et tout ça. Donc après, il va l'exécuter. Hop, et notre programme là, il est exécuté. Donc, on voit bien notre message ici. Donc, si on fait Hello World, on change en n'importe quoi. Comme ça, on fait exécuter. Ah bah, c'est pas débugger, c'est exécuter. Donc, on fait exécuter. Hop, et là, on voit bien qu'il y a Hello World. Donc, notre programme fonctionne bien. Avec juste 2 lignes de code, on peut faire notre Hello World. Donc, c'est pas du tout compliqué. Si on veut bien comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a écrit ici, qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, tout simplement pour créer une fonction, une méthode à la façon de Java. Donc, une méthode bien une fonction, on crée fin pour dire c'est une fonction. Et après, c'est main. Main, il faut l'appeler main pour que notre programme sache que c'est notre point d'entrée parce que la fonction main, c'est notre point d'entrée. On peut passer les variables, les arguments là que normalement on les passe en paramètres en Java pour les arguments qui sont normalement en Java, ça s'écrit comme ça. OK? Mais là, on est en Kotlin, c'est tout simplement l'inverse de ça. Donc, on prend ça. Donc, le nom de variable, c'est au début et après, c'est le type de la variable. Donc, c'est un tableau, là, c'est un tableau de string, mais Kotlin n'accepte pas ça. Donc, l'écriture correcte avec Kotlin, c'est array comme ça et string. Tout simplement comme ça, mais comme vous voyez, c'est grisé, c'est-à-dire vous pouvez le supprimer, c'est pas obligatoire si vous survolez avec votre curseur comme ça. Vous voyez qu'ils disent que depuis Kotlin 1.3, les paramètres ne sont pas nécessaires, ne sont plus nécessaires. Donc ça on peut s'en débarrasser. Donc c'est simple, c'est tout simplement comme ça. Et là, c'est un commentaire. Presque tout le langage de programmation fait le commentaire de cette façon. C'est double slash et après vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et là, c'est println. En Java, c'est system.out.println. Pourquoi on écrit tout ça? Tout simplement, c'est vraiment une perte de temps. Donc, on écrit tout simplement println ou bien print, tout simplement. Donc, si vous écrivez print et après, vous avez une autre ligne, par exemple, on a notre print par là. On crée, par exemple, on écrit bonjour, après le hello bonjour. Donc, hello world ici, et après, c'est bonjour. Vous voyez, regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc, puisque vous l'avez exécuté déjà ce programme main une fois, vous pouvez maintenant cliquer ici directement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois ici ou bien de faire une clic droite comme ça à chaque fois. OK? Donc, on fait exécuter comme ça et là, on va voir le résultat dans quelques secondes. Hop, le résultat est là. Vous voyez là qu'il y a Hello World et après, on a bonjour qui est directement attaché à Hello World. Donc ça, c'est pas bien. Et pourquoi ça arrive comme ça? Parce que là, on utilise print. Print, il imprime un message, il affiche un message tout simplement, mais il ne fait pas un retour à la ligne. Si on veut faire un retour à la ligne, on peut faire /n comme ça. Donc ça, c'est une méthode, mais c'est pas la meilleure, croyez-moi. Donc là, ça fait l'affaire, mais c'est pas ça ce qu'on doit faire. On doit faire ici, on doit appeler println. Donc c'est println et pas print. Donc ça sera println, c'est-à-dire ln, c'est-à-dire line next. Donc print et après passe à la ligne suivante. Donc on fait exécuter comme ça. Et après, vous voyez bien, c'est le même résultat, mais c'est plus chic quoi. Là, on peut utiliser toujours println. Dans quelques cas, vous pouvez utiliser print tout simplement, mais il faut faire la différence.
print, c'est pour afficher tout simplement dans une ligne son retour à la ligne. Println, c'est pour aller à la ligne next, donc à la ligne suivante. C'est comme ça qu'on affiche un message, c'est vraiment simple. Donc là, un commentaire, c'est avec deux slash. Et on peut faire aussi un double commentaire, c'est comme ça, slash et étoile. Et après, on fait un retour à la ligne, on écrit un autre commentaire. Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, vous voyez bien ici qu'on peut écrire ce qu'on veut. Donc, on peut faire autant de lignes qu'on veut. Hop. Donc, ça pour un commentaire sur une seule ligne. Là, si on fait un retour à la ligne ici, on ne peut pas écrire un commentaire. Là, ça sera souligné en rouge. Donc, pour faire un commentaire sur plusieurs lignes, il faut utiliser les symboles. Ces symboles-là, on ouvre avec slash et étoile et on ferme avec étoile et slash, c'est-à-dire l'inverse de ça. Ok, vous avez déjà appris pas mal, donc c'est bien déjà comme début. Vous savez comment créer un projet Kotlin, vous savez comment faire un commentaire sur une seule ligne et vous savez aussi comment faire un commentaire sur plusieurs lignes. On peut aussi faire un println pour afficher un message et faire un retour à la ligne. Et vous savez aussi comment faire un println et sans faire un retour à la ligne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on doit faire dans tout langage de programmation quand on essaie de l'apprendre, c'est de savoir comment on peut déclarer une variable, comment on peut utiliser les variables, quels sont les types primitifs des variables qu'on peut utiliser déjà pour connaître mieux les variables, comment déclarer des constantes, etc. On va commencer par quelque chose de très simple. Je vais prendre une variable, c'est-à-dire on écrit var, c'est pour variable, tout simplement. Et après, comme je vous l'avais déjà dit, quand j'ai passé les paramètres ici dans main, on commence par le nom du variable et après le type. Donc, par exemple, si je fais nom, deux points, c'est pour dire, après ça arrivera le type. Donc, nom, deux points. Et là, par exemple, le type, c'est string. OK? On peut faire comme ça aussi, var âge, deux points, int. OK? Var moyenne, deux points, double. Bien sûr, c'est pas obligé que ce soit directement après ça. On peut le mettre n'importe où. Non, ça, on a string, on a int, on a double. Donc ici en Kotlin, c'est pas comme Java. Le int, c'est pas comme ça. C'est pas un i minuscule, c'est un i majuscule parce que c'est une classe int et pas un type primitif. Donc la différence, tout simplement, c'est que les types primitifs n'ont pas des fonctions, n'ont pas des fonctions, on peut rien faire, c'est juste on déclare int et c'est tout. Mais les classes, elles ont des fonctions dedans. Donc vous pouvez, par exemple, int et après vous faites tout char ou bien vous pouvez la convertir ou utiliser d'autres fonctions. On va les voir avec le déroulement de la formation. Donc on va les voir après. Donc l'essentiel là, c'est quand vous voyez bien, c'est quand j'ai survolé ça, le int, vous voyez, c'est une classe int. Donc, il contient plusieurs fonctions. Ce n'est pas un type primitif comme on le connaît déjà en Java. Donc le double, c'est pareil, c'est pas le double de Java avec des minuscules. Par exemple, on peut faire isAdmi, s'il a réussi ou pas. Par exemple, isAdmi, c'est un booléen. Booléen aussi, c'est avec majuscule. OK? Et après, là, c'est la déclaration. Si on veut écrire un syntaxe général, OK? Le syntaxe général, ça sera comme ça. Donc, vous avez var et après, nom de la variable. Pour faire court. Donc, nom variable. Et après, deux points. Et on met type variable égale pour dire reçoit. Et là, ça sera notre valeur. Et là, ça sera la valeur. OK. Si on suit bien ce syntaxe-là, donc on a var, nom, qui est notre nom de variable, string, et ici, on va faire égal, et on va donner une valeur. La valeur, ça sera entre deux cotes, entre double cote, et par exemple, on va mettre Nadine, ok. L'âge, on va faire, je vais faire genre 30, croyez-moi, c'est pas 30, hein, mais
on va dire comme ça. Donc après moyenne, on va mettre 10. Ah, c'est suffisant pour être admis. C'est pour ça on va mettre pour admis true. Ok. Donc, ah ouais, là on a mis égal à la place de 2 points. Vous voyez bien là les différents types de variables. On a bien sûr d'autres comme le char, comme le char pour les lettres. Par exemple, on peut faire une lettre. C'est tout simplement comme ça. Elle est de type char. Ok. Elle va prendre comme valeur par exemple A. Donc, bien, ah, ça va. Ok. Donc là, c'est pas entre double cote. Ok. Vous voyez bien qu'il ne l'accepte pas. Il est souligné en rouge parce qu'il dit ici que type mismatch, c'est-à-dire les types ne sont pas compatibles. Là, required char, il attend char, mais il trouve le found string. Quand on met 2 cotes, même si on a écrit un seul caractère dedans, là, il va être considéré comme chaîne de caractères. Donc, pour dire que c'est une lettre, c'est un char, on le met dans dans des simples cotes, comme ça, entre des simples cotes. Donc là, on a pas mal appris jusqu'à ce niveau. Donc on sait bien comment déclarer une variable avec le type, l'âge qui est de type int, le moyen la moyenne qui est de type double, le booléen, le char et tout. Mais là, j'ai quelques remarques, plutôt quelques améliorations de code qu'on a déjà écrit. Sur Kotlin, il ne s'intéresse pas au type quand vous donnez une valeur. Là, vous avez déjà dit que ce nom, cette variable qui s'appelle nom, va prendre la valeur Nadim qui est entre 2 cotes. Donc, c'est-à-dire, elle va prendre une valeur qui est de type string. Donc, puisqu'elle va prendre une valeur de type string, donc c'est pas la peine de dire que c'est un string. C'est suffisant de dire qu'elle va prendre quelque chose de type string. Là ce qu'on peut dire sur Kotlin, c'est que Kotlin est un langage faiblement typique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le type n'est pas obligatoire au moment de la déclaration d'une variable. Donc, mais ça, c'est pas toujours parce qu'on peut pas faire comme ça. Var âge, tout simplement. Là, il va pas comprendre qu'est-ce que c'est âge, puisqu'il n'a pas de type déjà et il n'a pas une valeur. Donc, soit il a une valeur, il va deviner à partir du valeur. Par exemple, si on met 30 comme ça, il va devenir, puisque 30 c'est un entier, donc âge c'est un entier. Donc, il va lui affecter le type lui-même. Ou bien, si vous n'allez pas affecter une valeur dès le début, vous pouvez faire tout simplement 2.int et comme ça il est content et il n'y a pas de problème. Donc, soit vous affectez une valeur, soit vous affectez le type, soit vous faites les deux. Hein. C'est pas un problème, mais là vous voyez bien qu'il est souligné. Il dit que c'est pas obligatoire. Le type explicite, c'est pas obligatoire parce que c'est redondant. Vous voyez ici, explicitly given type is redundant here. C'est-à-dire, il dit que le type est redondant, il est déclaré 2 fois au moment de l'affectation de la valeur et au moment de la déclaration ici. Je vais laisser comme ça pour que vous n'oubliez pas le syntaxe, mais il faut mettre en tête que ce n'est pas obligatoire. Là déjà, à ce niveau-là, on sait comment déclarer une variable. La définition d'une variable, déjà, c'est qu'une variable, c'est quelque chose qui varie, c'est quelque chose qui change. Donc, une variable, c'est quelque chose qu'on peut changer, c'est-à-dire qu'on peut changer sa valeur. Mais maintenant, on va apprendre comment déclarer quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et là, c'est la val. Val, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ça s'appelle en anglais immutable variable, c'est-à-dire c'est une variable avec une valeur qu'on ne peut pas modifier. Donc, elle a une val constante, ou bien une val finale, ce qui est égal en Java à final. Ce mot-clé qu'on met en Java pour dire que c'est la valeur finale, on ne va pas la changer. Donc, là, pour déclarer une constante, tout simplement, on dit que c'est val. Val ici, on peut dire le val, par exemple, on va prendre la taille. Ok, donc la taille, par exemple, elle est de type double. Et ce double, par exemple, c'est 1m80, 0, je sais pas quoi. Donc là, c'est un double, la taille ici. Si on fait comme ça, par exemple,
la taille, reçoit une autre valeur. J'ai pris quelques centimètres. Donc là, c'est souligné en rouge, donc on ne peut pas la changer. Il nous propose de la changer en var, en variable. Si on le change en variable, ça va, ça passe, mais nous, on veut utiliser la var. Donc, elle est protégée notre variable, on ne peut pas changer sa valeur. Si par exemple, on fait le même sur ça, donc là, par exemple, on commence par âge, après un an, on agrandit un peu, on va affecter 31 pour cette valeur, pour cette variable. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. On peut la changer à 31 sans aucun problème. Il ne s'oppose pas l'intelligence là. Donc là, la taille, c'est val. Donc la différence, tout simplement, c'est que les var, on peut changer leur valeur. Les val, on ne peut pas changer leur valeur. C'est vraiment aussi simple que ça. Pour les autres types, donc je vais les mettre en commentaire juste pour que vous les connaissez. Donc on a ici le byte qui est juste un octet. Donc le byte c'est un octet, donc le char c'est 2 octets, le int c'est 4 octets, on a le long c'est 8 octets, on a aussi le float c'est 4 octets, le double c'est 8 octets aussi. Donc là, c'est juste pour un titre d'exemple. Vous avez encore beaucoup plus de variables, de types de variables que vous pouvez utiliser. Ok, donc là, puisqu'on sait maintenant comment exécuter un programme, on sait comment déclarer des variables, comment déclarer des constantes, comment déclarer des vals plutôt. On sait la plupart des types que Kotlin nous propose, le string, le int, le double, le boolean, le char, le byte, le short, etc. Maintenant, on va passer à autre chose. On va voir les opérateurs arithmétiques. Qu'est-ce que déjà un opérateur arithmétique? C'est tout simplement les opérateurs qui nous permettent de faire des opérations mathématiques, tout simplement. Donc l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, etc. On va commencer par exemple par déclarer des variables. Ça seront des vals. Donc on va s'amuser à faire des opérations mathématiques avec ça. En utilisant bien sûr les opérateurs arithmétiques qu'on connaisse. On prend par exemple un numéro 1. Un numéro 1, comme ça. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser des caractères spéciaux. Donc, on ne peut pas aussi utiliser des entiers au début, comme ça. On ne peut pas faire ça. Juste des entiers, mais juste à la fin du nom de la variable. Tout simplement, la variable, ça sera comme ça. Donc, c'est notre première variable, numéro 2. Et on va mettre pour que les calculs sont simples, donc c'est 12 et 10. Ok, donc ou bien on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Et maintenant on va faire par exemple l'addition. Donc pour l'addition, on va créer une variable qui s'appelle par exemple var résultat. On va mettre dedans, on va affecter numéro 1 plus numéro 2. Donc là, on a fait l'addition, on a additionné deux variables, là 12 et 10. Et pour l'afficher, vous savez déjà comment faire, c'est println. Et on peut dire que numéro 1 plus numéro 2 égale, et on peut faire comme ça comme le Java, plus résultat. Là, la concaténation, on peut faire résultat, mais vous voyez qu'il s'oppose à cette façon de le faire, cette façon de faire la concaténation. Il dit que vous pouvez faire mieux, vous pouvez utiliser les templates ou bien les string interpolation. On peut écrire directement la variable dans la chaîne de caractères elle-même, dans le message lui-même. Donc, si on fait comme ça, est-ce que ça va passer? Non, bien sûr que non. Il faut écrire $ et après notre variable pour qu'il affiche la valeur et pas le mot résultat. Par exemple, là, il va afficher numéro 1 comme ça, écrit comme ça, numéro 1 plus numéro 2 égale. Donc, ça va être un message affiché et pas les valeurs de numéro 1 et les valeurs de numéro 2. Si on utilise devant ça numéro 1, on utilise $ comme ça et $ comme ça, il va afficher les valeurs. Mais sans le $, il va afficher le mot numéro 1.
Ok? Donc, mais nous, on veut afficher la valeur. Donc, on va afficher 12 plus 10 égale à le résultat qui est normalement 22, hein, si mes calculs sont bons. Ok, donc je vais faire exécuter et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, on voit bien que 12 plus 10 nous donne 22. On est bon, donc nos calculs sont bons. Donc vous voyez, juste pour la concaténation ici, si je fais comme ça, vous allez voir la différence dans l'affichage. Ça ne sera pas les valeurs du numéro 1 et numéro 2 qui vont être affichées, mais plutôt le mot comme ça, numéro 1 et numéro 2, donc en clair. Mais bien sûr, nous, on va retourner sur notre première proposition. Et maintenant, on va faire la soustraction. Ok. Donc, et là, on peut faire le résultat directement. On peut la réutiliser puisque c'est une variable et pas une val. Donc, on peut changer sa valeur. Donc, on va faire maintenant numéro 1 moins numéro 2. Ok. Donc, et println. Et on va afficher, bien sûr, de la même façon, numéro 1 moins numéro I. Ok, numéro 2. Hop, et résultat. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, 12 moins 10, ça va donner un 2. Ah, c'est simple. Hop. Donc 12 moins 10, c'est 2. Donc là, on est bon, on a fait l'addition, la soustraction. Le suivant, ça sera la multiplication. Donc résultat, maintenant, on va prendre numéro 1. Ah, on va acheter un commentaire pour qu'on soit un peu organisé. Multiplication. Et là, c'est fois numéro 2. Et bien sûr, on va faire pareil. Et puisque moi, j'aime pas trop écrire, donc je vais faire de copier-coller. Donc là, ça sera fois ça, numéro 1 fois un numéro 2. Et on va afficher le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est 120. Ouais, je suis bon en mathématiques. Hop, donc c'est 120. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant la division. Hop. Donc, résultat, on reçoit numéro 1 sur numéro 2. Hop. Et bien sûr, on va faire un coller. Et hop, sur numéro 2. Et là, c'est le résultat. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Bah, 1.2. 1.2, oui. Est-ce que ça... Donc là, ce que je vais faire, c'est pour ne pas avoir des problèmes, parce que là, résultat, il a pris au début la somme de deux entiers. Donc, le type de résultat, déjà, c'est un entier. Donc, vous voyez comme ça, il a affecté le type de sans qu'on lui dise. Donc, c'est un entier. Donc, mais nous, là, ça sera une division. Donc, un entier sur un entier, c'est pas forcément un entier. Ça peut être un double ou bien un float. Comme vous voyez là, 12 sur 10, ça sera 1.2. Donc là, ça ne doit pas être un entier. Donc, on doit affecter le type comme ça pour dire que c'est un double. Ok. Et là, ouais, pour éviter tous ces problèmes, on va convertir aussi ça à double. Ok. Ou bien, pour faire plus simple, on ne va pas changer tout pour juste ce problème-là. Ce qu'on peut faire, c'est juste de créer une autre variable. Donc, val, résultat, division. Ok. On va dire que c'est un double. Et on va juste faire une opération comme ça, simple, juste pour tester la division. Parce qu'un entier sur un entier, ça va donner un entier. Et nous, on veut voir le résultat comme un double. Donc, c'est-à-dire 12 points sur 10, ça doit nous afficher 1.2 et pas seulement 1. Donc, on veut voir le résultat complet. Donc là, j'exécute et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on a fait... Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a affiché le résultat. Ah, ok, non, c'est pas ça. Donc c'est le résultat de division et pas résultat. Il nous a affiché le résultat de la multiplication. Ah oui, j'ai écrit multiplication. Ouais, c'est multiplication.
Ok, donc là c'est 1.2. Ok, donc c'est bien, là on a, on a appris beaucoup de choses. Donc l'addition, la soustraction, euh, qu'est-ce que d'autre? Multiplication, division. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le modulo. Val, exemple, résultat, modulo. Qu'est-ce que c'est le modulo déjà? On va faire genre 1, non, 120 par exemple, sur 100. Ok? Donc, si on fait ça, et on affiche le résultat, hop, là on va faire comme ça pour qu'on affiche les bons messages. Hop. Donc, et là, le résultat modulo, ça va être donc 120 sur 100. Ah, c'est pas ça le bon message, mais juste pour vous expliquer. Donc là, on va afficher le résultat modulo. Hop, et on exécute là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà ça c'est juste 1. Donc pourquoi 1? Ah oui, parce que là, on utilise des entiers déjà. Donc on doit le convertir en double pour que ça nous donne hop, 1.2. Ok, donc là, je vais faire plus simple que ça, 10. Pour vous expliquer mieux, je cherche un exemple beaucoup mieux que ça. Donc si on fait par exemple 10 sur 2. Ok, vas-y, on fait comme ça. Ça va donner 5. Ok. Et ce modulo là, c'est quelque chose qui est le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Donc si on le modélise avec pourcentage et on fait pourcentage ici, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va afficher. Donc là, 10 sur 2, ça va donner 5 comme vous venez de voir. Mais donc le reste, c'est 0. Donc ça donne le reste de la division. Ah oui, les messages sont pas bons. Donc là, le 10 modulo 2, donc le reste de la division de 10 sur 2, ça donne 0 parce qu'on a 5 et il reste rien. Et si on fait 3 fois 3, ça donne 9, mais on a encore 1 qui reste. Donc, hop, et là, vous voyez, c'est le reste de la division de 10 par 2. Ok, donc si on fait déjà 10 sur 3, ça va donner 3.3.3.3, etc. Donc ça va être 3. Ok, pour qu'il nous affiche la valeur complète, ça doit être un entier. Vous voyez? Donc c'est 3, 3, 3, 3. Donc, mais nous, on veut le reste de la division, c'est-à-dire modulo. Ok? Donc, exécuter. Et ça va nous donner 1.0. Super. Et là, en tout cas, on a terminé les opérations arithmétiques qu'on peut faire. Donc, on a fait addition, soustraction, multiplication, division, le reste qu'on appelle le modulo. Ok, mais il y a aussi quelques autres opérateurs. Donc, il y a par exemple les opérateurs d'affectation. Donc là, je vais tout supprimer jusque-là. On a déjà l'opérateur d'affectation qu'on utilise déjà, mais on ne le sait pas. On l'utilise comme ça avec égal. Donc ça, c'est l'affectation, c'est-à-dire on va affecter le résultat de cette opération à cette valeur. Ok. Donc là, c'est déjà une opération d'affectation. Ici, on veut par exemple incrémenter la valeur du résultat. Donc on va affecter l'ancienne valeur de résultat plus 1. Donc on va incrémenter par 1. Donc là, on peut simplifier cette écriture en utilisant les opérateurs d'affectation. Donc là, ça ne sera pas juste une simple affectation. On peut faire comme ça, plus égal à 1. Donc là, le plus égal à 1, c'est-à-dire on va ajouter à l'ancienne valeur de résultat 1. Ou bien aussi, on peut faire résultat plus plus.
Donc là, résultat plus plus, on peut le faire que si on veut incrémenter la valeur par un. Mais si on veut que ça soit quelque chose de général, c'est-à-dire on peut ajouter ce qu'on veut à l'ancienne valeur de résultat, on peut utiliser cette écriture ou bien cet opérateur d'affectation qui est le plus égal. Donc le plus égal, c'est équivalent à ça. Donc résultat reçoit l'ancienne valeur de résultat plus 10. OK? Plus la valeur qu'on va ajouter à l'ancienne valeur. Bien sûr, ça s'applique à tous les autres opérateurs. Donc, on peut faire résultat moins égal 10. On peut faire résultat fois égal à 10. On peut faire... Allez. Ah là là. Ok, on peut faire sur égal à 10. On peut faire résultat modulo égal à 10. Donc, tous les opérateurs que vous avez déjà fait, que vous avez déjà utilisé pour des opérations en mathématiques normales, vous pouvez les utiliser pour les affectations, comme des opérateurs d'affectation. Mais c'est pas égal à moins, c'est moins égal. Ou bien sûr, vous avez vu déjà comment incrémenter par 1, donc comme ça, résultat plus plus, qui est équivalent à ça, résultat reçoit égal à 1. Et aussi, vous pouvez faire l'inverse, comme ça, qui est aussi équivalent à résultat moins 1. Ah là là, j'ai fait une connerie. Donc là, c'est plus égal à 1. Donc résultat plus plus, résultat moins moins, et c'est comme ça que ça marche. Là, c'était les opérateurs arithmétiques et les opérateurs d'affectation. Ok. Donc là, je vais supprimer tout ça et on va passer à autre chose. On va maintenant apprendre à écrire des conditions. Donc, les if, le else, le switch. Donc, selon une valeur, on fait quelques opérations, bien quelques traitements. Et aussi les conditions. Donc, c'est-à-dire if else, etc. Donc, on va commencer par juste une simple comparaison. On va utiliser le si. On va déclarer comme d'habitude une valeur A. OK. A qui contient par exemple 10. OK. Et tout simplement, on va mettre 12. Je vous dirai pourquoi. Donc, on va faire if A supérieur à 10. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire println. Bravo, vous êtes admis. Ok, donc avec l'accent sur complexe, bien sûr, et tout ça. Donc, bravo, vous êtes admis. Donc là, il y a une condition et un traitement. Si cette condition, elle est satisfaite, donc on va exécuter ce traitement-là qui est entre ces deux curly braces ou bien les deux accolades là. Ok. Là, la condition est satisfaite parce que nous, on sait ça. Parce que nous, on sont des êtres humains, mais lui, c'est un compilateur, c'est un programme, il va exécuter, il va voir est-ce que c'est correct ou pas. Hop, bravo, vous êtes admis. Ah ouais, c'est bien ça. Donc là, on peut, par exemple, si on fait 9, hop, et on fait exécuter. Hop, il affiche rien. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre bien sûr les conditions et comment créer des if, des else et de ça et comparer des trucs, mais on est en train aussi d'utiliser les opérateurs de comparaison. Donc là, on a un supérieur. On peut utiliser supérieur et égal comme ça. On peut utiliser inférieur strictement aussi, inférieur et égal comme ça. Si par exemple on fait supérieur strictement et on écrit là 10, il ne va rien afficher. Parce que là, c'est pas strictement supérieur à 10, c'est tout simplement 10. Mais si c'était supérieur ou égal à 10, on fait exécuter, il va nous afficher le message. Donc,
Allez, donc on voit bien ici qu'il affiche le message. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire des else. Donc, hop. Donc si cette condition est satisfaite, exécute cette ligne de code. Sinon, exécute le traitement qui est là. À la prochaine. À la prochaine. Ok. C'est pas le meilleur message à afficher. Ça remonte pas le moral, mais quand même, j'ai rien en tête à écrire. Là, on a println, bravo, vous êtes admis, et println à la prochaine s'il n'est pas admis. Ok. J'exécute et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, bien sûr, il va afficher bravo, vous êtes admis. Mais dans l'autre cas où on n'est pas égal à 10 et on n'est pas strictement supérieur à 10, on va exécuter et il va nous afficher ce message-là à la prochaine. Ok. Mais là, si on veut dire par exemple, s'il est égal à 10, si par exemple s'il est égal à 9, on va l'accepter quand même, hein. On ne sera pas très méchant, et on va accepter else if a égale 9. Ok, on va afficher un autre message. Donc, on va vérifier tout d'abord s'il est supérieur à 10 ou égal à 10. Donc, il n'est pas supérieur à 10. S'il n'est pas égal à 10, ça, on va vérifier s'il est au moins égal à 9. Vous voyez là, l'égal, c'est pas égal comme ça. Là, c'est un opérateur d'affectation. Mais le égal ici, le double égal, c'est l'opérateur de comparaison, de l'égalité. Ok. Qu'est-ce qu'on va afficher? Par exemple, println, vous devez repasser l'examen. Ok. Donc, donc vous devez repasser l'examen. Donc là, if a supérieur ou égal à 10, donc bravo, vous êtes admis. Si a égale à 9, vous devez repasser l'examen. Sinon, à la prochaine, on n'a rien à faire pour toi. On va pas mettre toutes les valeurs possibles. Ok, on va tester maintenant si la valeur, on sait plutôt que notre valeur égale à 9. Donc, il va exécuter le code qui est contenu dans ce bloc-là. Hop, vous devez repasser l'examen. Ok, donc là, on a des opérateurs de comparaison. Donc, supérieur égal, inférieur strictement, supérieur ou égal, supérieur égal, inférieur strictement, inférieur ou égal, et l'opérateur d'égalité, là, le double égal. Maintenant, on va passer à d'autres choses. On va passer à des écritures simplifiées de ces conditions. Là, c'est du Java, c'est du C, tout ce que vous savez déjà. Donc, c'est quoi le changement de Kotlin? Qu'est-ce qu'il a apporté Kotlin? On dit que Kotlin c'est simple, son syntaxe est plus optimisé que celui de Java et de C et tout ça, mais franchement ici je vois rien de spécial, hein, parce que là c'est le syntaxe de Java. Si je prends ça directement copier-coller dans un projet Java, ça va être exécuté sans problème. C'est juste qu'on doit ajouter system.out.println. À la limite, on peut faire des copier-coller. On est doué pour ça. Mais franchement, ce qu'on peut faire avec des conditions, dans des situations pareilles, c'est pas vraiment ça. Donc, je vais vous montrer un autre exemple où c'est vraiment intéressant d'utiliser Kotlin. Donc là, je vais prendre par exemple une valeur A. Je vais la prendre à 20. Valeur B, je vais la prendre à 10 par exemple. Et je vais prendre une valeur max qui est le maximum. Ok. Donc normalement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour afficher le maximum entre ces deux? On va faire A, if A est supérieur à B. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un print ln A. Donc la valeur de A. Puisque je dis la valeur de A, c'est de la A, c'est pas A comme ça. Ok. Non. Hop. Else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher B.
Ok. On affiche B. Si A est supérieur à B, donc on affiche A. Si B et sinon, dans le cas contraire, c'est-à-dire si B est supérieur à A ou bien ou bien ils sont égaux, parce que là c'est euh, le cas inverse, c'est que B est égal ou supérieur à A. Donc là, si B est égal ou supérieur à A, on va afficher B. Donc là, c'est le classique, c'est ce qu'on peut faire avec Java aussi. Mais nous, on va s'en servir de max là. On va faire max reçoit A. Dans le cas contraire, on va faire max reçoit B. Et à la fin, on va faire juste un seul println. Hop, on va écrire max, deux points, hop, max. Ok, jusque là, bah, c'est encore, on n'a rien inventé. Donc on est encore dans la même situation, c'est du Java. Mais ce qu'on peut faire tout simplement, c'est, puisqu'on affecte à chaque fois une valeur à max, on peut faire comme ça, max reçoit if A supérieur à B, B, else B. L'affectation là, elle est sous une condition. Donc on affecte A si A est supérieur à B, on affecte B si le cas contraire, c'est-à-dire B est supérieur à A ou bien B est égal à A. Donc là, et après on affiche max, tout simplement. Donc là, vous voyez que on a gagné plusieurs lignes. On a gagné au moins 3 lignes de traitement. Hop, et là, on affiche bien 20. Ok, donc pourquoi 20? Parce que A est supérieur. Si là, on change B par 30 ou même 20, ça va passer parce que le cas contraire, c'est B égal ou supérieur à A. Donc là, on voit bien qu'on affiche B. Donc la valeur du max change avec la condition. Ok, donc jusqu'à maintenant, à chaque fois, on a besoin de quelques variables pour faire des tests, ou bien pour vous montrer un exemple. À chaque fois, on déclare des variables et on met des valeurs par défaut initiales. Et à chaque fois, on veut tester un autre cas. On doit aller ici et changer la valeur pour voir si ça passe avec la nouvelle valeur ou pas. Mais maintenant, on doit regarder comment lire les inputs, ou bien les entrées du clavier. Quand l'utilisateur écrit quelque chose ici, on doit avoir la possibilité de la lire, de la récupérer, de récupérer ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout d'abord, je vais cleaner tout ça, donc je vais supprimer tout ça. Et je vais commencer par vous montrer comment lire une chaîne de caractères en entrée du console. Ok, donc là, parce que là, on est en train d'apprendre le langage de programmation, on n'a pas une interface d'application mobile pour lire dans des inputs, on n'a pas un site web non plus, on n'a pas une application desktop avec de design pour créer des inputs, pour écrire des inputs, pour passer en formulaire des valeurs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est s'en servir de console là. Ok. Donc tout d'abord, je vais faire un clear de tout ça pour que ça soit clair. Et je vais commencer par tout simplement un print ln comme ça. Et je vais écrire entrer votre nom. Ok, entrez votre nom. Et je fais 2 points comme ça et on attend que l'utilisateur entre son nom. Et là, je vais faire val nom. Il va recevoir ça. Readline. Là, je vais faire print ln. Salut. Hop. Et le nom. Bien sûr, on a dit que dans une chaîne de caractères, on peut mettre $ et écrire et passer la variable directement. Il va nous afficher la valeur et pas le nom de la variable. Donc, il ne va pas afficher nom, il va afficher ce que l'utilisateur a rentré, bien sûr. Donc, on exécute, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop, vous voyez là, il y a le curseur qui clignote là pour dire que vous pouvez entrer quelque chose. Ok, donc je vais écrire Nadim, ok, et je fais entrer. Vous voyez, c'est salut et écrit Nadim. Donc, juste pour information,
juste pour Kotlin, ça on va le voir après. Quand vous voyez des variables, par exemple là, si je vois le type de retour de cette valeur, c'est string avec point d'interrogation. Donc ça veut dire que cette variable cette fonction peut retourner une chaîne de caractères nulle. Donc, et pour protéger ça et pour dire qu'on veut bien la récupérer à notre responsabilité, quoi. Mais après, je vais vous donner la vraie explication. C'est pas pour dire que c'est à notre responsabilité, mais je vais vous donner après la vraie explication. Donc là, pour dire que oui, je sais que ça peut retourner à nul, mais quand même, on veut récupérer la valeur. Ok? Mais là, puisqu'on est dans un contexte un peu particulier, on teste sur deux consoles et on sait qu'on va créer quelque chose et on va cliquer sur entrée. Donc, on est sûr qu'on va pas laisser ça nul. Ok? Donc là, vous voyez, c'est un simple exemple. C'est pour illustrer comment utiliser les lectures à partir du clavier. Bien à partir du console là, à partir du clavier de l'utilisateur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment lire maintenant des entiers. Ok? Bien sûr, on peut faire comme ça. On peut faire bien sûr readline aussi. Et on peut récupérer par exemple l'âge. Ok? Donc val âge et readline. Ok, donc mais l'âge ici il va retourner un string. Donc, je vais faire ça. Votre âge et je vais afficher l'âge. Ok, on va tester ça. Ok, il demande le nom. Je vais écrire Nadim. Salut Nadim. Et maintenant, oui, nous devons afficher au moins un message avant ça, mais ok. Hop, là, votre âge est 30. Ok, je vais ajouter un simple message là. Entrez votre âge. Hop, pour que ça soit un peu plus structuré. Donc, entrez votre nom, c'est Nadim et l'âge c'est 30. Vous voyez bien que il affiche ça sans problème. Mais si par exemple on veut calculer ça, on veut faire votre âge dans 2 ans, c'est-à-dire on va faire âge plus reçoit 1. Maintenant vous savez, vous connaissez cette écriture, donc ça ne sera pas un problème et vous savez pourquoi ça c'est souligné en rouge, parce que c'est un val et pas un var. J'exécute et on va voir. Ok, là Nadim et l'âge c'est 30 et votre âge dans 2 ans c'est 32. Pourquoi? C'est un peu bizarre. Hein? Non, c'est pas du tout bizarre. C'est parce que âge là, c'est readline, ça retourne un string. Et un string concaténé à 2, ça va être comme ça. 30 concaténé à 2, ça va être 32. Parce que là, il le prend pas comme un entier. Il ne sait pas que c'est un entier. Pour lui, c'est quelque chose que vous avez entré que vous avez entré par la console et c'est une chaîne de caractères pour lui. Il peut l'afficher, oui, mais il peut concaténer avec autre chose, mais il ne sait pas que c'est un entier. Si vous voyez là, pour lui, c'est un string. Il s'en fout de qu'est-ce que vous pensez ou bien qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est pour ça, si vous voulez lire des entiers, vous faites toInt. Donc ça, on appelle un casting, ou bien on force le type, on transforme le type de ça à entier. Donc là, si on regarde âge, maintenant c'est un entier. Et si on exécute maintenant ça va nous donner, hop, et l'âge c'est 20. Hop, et maintenant c'est 22, l'âge dans 2 ans ça sera 22. Parce que là maintenant il le considère comme un entier. Pour moi ça c'est la méthode la plus facile hein, en utilisant readline. C'est simple, c'est juste après. Si vous voulez que ce soit un int, vous allez faire toInt. Si vous voulez que ce soit un double, vous allez faire toDouble. Donc là c'est vraiment en Kotlin le forçage de type ou bien le changement de type. C'est vraiment très simple à faire.
Et maintenant, vous pouvez réimaginer tous les exemples qu'on a déjà fait avec les opérateurs arithmétiques, avec la comparaison et tout ça, avec maintenant la lecture du clavier. On peut faire println comme ça, par exemple, si on revient sur l'exemple des opérateurs arithmétiques. Bien sûr, je ne vais pas les faire tous, hein, je vais faire juste l'addition et entrer le numéro 1. On va le lire du clavier. Donc ça sera un numéro 1 reçoit readline. OK. Et après le point et to in. OK. Et là, bien sûr, vous voyez le point ici souligné en rouge parce que readline peut retourner un nul. Donc, il y a un point d'interrogation. Donc, pour dire que c'est à ma responsabilité que je veux le transformer en entier, il faut mettre 2 points d'exclamation. Ah, c'est simple. Il n'y a rien. Vous apprenez ça comme ça, de cette façon pour le moment, et après, on va en discuter en plus de détails. Là, le numéro 1, readline. On prend ça comme chaîne de caractères et on le transforme en chaîne en entier. Ça sera pareil pour le numéro 1 et le numéro 2. Hop, je vais faire du copier-coller. Je suis le roi de copier-coller. Donc, hop, numéro 2. Entrez le numéro 2. Hop, et on va le lire. Qui maintenant, on va faire println. Hop, et le résultat. Ou bien, on va faire plus simple. Hein. On va faire numéro 1 plus numéro 2 égale le résultat. Ok, je vais ici vous montrer une astuce. Hein. Résultat, donc soit vous faites résultat comme ça, et là il n'y a pas d'astuce. C'est numéro 1 plus numéro 2. Ok, donc il vous affiche le résultat directement. Sinon, si vous voulez gagner une ligne de code, vous pouvez l'écrire directement là. Mais vous voyez bien ici qu'on ne peut pas faire ça parce que là, il va juste prendre le numéro 1 et après, il va écrire ça en vert, c'est-à-dire il va l'écrire en dur comme ça, numéro 2. Mais pour qu'il puisse comprendre que vous voulez dire avec cette expression toute cette expression doit être calculée ensemble, vous allez le mettre dans ces accolades comme ça. Donc numéro 1 plus numéro 2. Donc comme ça, il va comprendre que vous voulez calculer cette expression avant de l'afficher. Et qu'est-ce qu'on a oublié là? Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a oublié quelque chose quelque part, ou bien là, non? Ah non, c'est juste les dieux qui déconnent. Ok, donc je vais exécuter ça. Donc, run, et on va voir le résultat. Le numéro A, on va rentrer le numéro A ici dans la console. C'est 10. J'aime les calculs simples. 10, c'est 20. C'est très compliqué. Donc, c'est 30. Ok. Donc là, il a fait le calcul de ça et pas l'affichage. Ok. Donc, on a vu comment lire du clavier, comment afficher, comment déclarer une variable, les différents types de variables, comment comparer avec le if, le else et le else if aussi. Et maintenant, puisqu'on parle des comparateurs, puisqu'on parle du conditionnel, on va voir le selon. Ok? On va voir le selon. Par exemple, je vais vous montrer un très simple exemple pour comprendre pourquoi on a besoin du switch ou bien du selon. Par exemple, si je prends le jour qui est égal, je fais 2, ok, c'est-à-dire lundi, donc le dimanche c'est le 1, le 2 c'est lundi et tout ça. On va faire des conditions sur le jour. Donc si if le jour égale à 1, on va faire, bien sûr, si on a juste un seul traitement, une seule ligne de code à écrire après la condition, on peut s'en débarrasser de ça, des accolades. Donc on peut juste faire println. Ok, on est dimanche là.
on est dimanche. Et après, ça va être des if else en boucle. Hop. Donc, c'est le jour. Et 2, c'est lundi. Ah oui, je n'aime pas cette partie du cours. Hop, hop. 3, 4, 5 et 6. Il nous reste encore une. Allez, on a terminé. Donc là, lundi, mardi, mercredi, hop, jeudi et vendredi. Il ne reste que samedi. Ok. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a vraiment beaucoup de répétitions. On teste sur une seule valeur, donc qui est sur une seule variable, ou sur une seule valeur bien sûr, parce que on teste sur la valeur de la variable et pas la variable elle-même. Donc, le jour, if le jour égale à 1, on va afficher ça. If le jour égale à 2, on va afficher ça. Et les lundi, if mardi, etc., etc., etc. Et on doit avoir un else aussi à la fin pour dire que si c'est différent de ça, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas jusqu'à 7. Donc, on va afficher vous devez entrer un numéro de jour valide. OK? Ou bien le numéro de jour n'est pas valide. Ça sera plus simple. Donc, en tout cas, là, vous voyez bien, ou bien vous remarquez bien qu'il y a de répétitions. Donc, if, else, if, else, if, else, if. Et on teste en plus, on teste sur la même valeur. On teste toujours sur jour. Donc, c'est là où le selon en algorithmique, on appelle ça selon. Et en Java, on appelle ça switch. Et en Kotlin, on appelle ça when. Ok, donc le when qui est le selon de Kotlin, ok, on l'écrit comme ça. When, c'est quand la valeur égale une certaine valeur. Quand la variable égale une certaine valeur, on fait que telle chose, telle chose. Donc when, le jour, on va comparer sur le jour. When le jour est 1, ok, tout simplement comme ça. Hein. On n'écrit pas comme le Java case 1. C'est 1. Tout simplement. Et on fait une flèche, comme ça, tiré de 6 et supérieur. Et après, on va afficher tout simplement ça, notre message. Et hop, on est ça. Ok, donc si 2, hop, on est lundi. Le 3, hop, même en copier-coller, ça sera plus rapide. Hop. Jeudi, hop, on est arrivé. Mercredi, hop, c'est bon. Ok, donc tout ça, on peut le virer. Donc, when jour, c'est-à-dire selon le jour, ou bien switch jour en Java. Donc, si 1, on fait ça, si 2, on fait ça. Il n'y a ni de break, ni de case, ni de rien comme Java. C'est beaucoup plus simple. Donc, et à la fin, pour afficher ce message, en Java, on a default. Mais ici, on a tout simplement else. Hop. Il n'y a rien de compliqué là. C'est juste else, comme vous le connaissez déjà, avec la séquence de if else, à la fin, si aucune condition n'est respectée, donc vous allez sur le bloc else. Donc on va exécuter comme ça et on va améliorer ça. Ok, on est lundi, bien sûr on est lundi, hein. Il n'y a rien de spécial, parce que le jour c'est 2, mais on va maintenant, puisqu'on sait comment lire des entrées du clavier, donc on peut donner à l'utilisateur la possibilité d'entrer le numéro du jour. Donc, entrer le numéro du jour. Et il va l'entrer, on va juste faire comme ça, to int. Et on va le lire.
Hop, et après, on va tester sur ça. Hop, si ça, si démon, si lundi, etc. Donc, on va entrer 1, ça sera dimanche. Si on exécute encore une fois et on fait 10, hop, vous devez en entrer, vous devez, vous devez un numéro, vous devez entrer un numéro, bien tout simple, j'aime pas les phrases très longues. Donc, le numéro de jour n'est pas valide. Ok. On est bon comme ça, juste il y a juste quelque chose à rajouter, là-dessus. Donc, je vais faire un 7 et ça sera samedi. On voit bien sûr le message qui se répète là. Donc, on peut faire autrement. On peut déclarer une variable qui va prendre le message à afficher par exemple. Ok, donc ça sera var. On fait un retour à la ligne. Var par exemple nom du jour, ok, et il va recevoir quelque chose, ok. Cette quelque chose, c'est ça. Hop, ça sera une chaîne de caractères, tout simplement comme ça. Donc, comme on l'a fait avec le if et le else, ok, comme on l'a fait avec le if et le else, on peut récupérer une valeur. On va affecter au numéro du jour quelque chose, donc à afficher. Donc soit dans le cas du else, on peut mettre une chaîne vide, pour faire simple. Donc le numéro du jour, et on va tout simplement l'afficher ici. Println. Hop, on est le et on va afficher le nom du jour. Bien sûr, on n'a plus besoin. On va juste récupérer le nom du jour et on va l'afficher après. Si on exécute ça, hop, 2, on est lundi. Hop, c'est vraiment très simple. Donc on peut récupérer la valeur retournée de la condition when. Donc ça sera la première partie de notre formation en Kotlin. Après, on va continuer dans la deuxième partie pour voir comment travailler avec les boucles for, boucle le while, le do while, c'est-à-dire le tant que condition faire et le répéter jusqu'à et tout ça. Donc, et après ça, on va passer à la programmation orientée objet. On va voir aussi la gestion des exceptions, comment créer des classes d'exception, comment déclencher des exceptions, comment gérer les erreurs en Kotlin. Et après que tout ça soit terminé, on va passer à une formation complète en Android avec Kotlin. Donc, comment développer des applications mobiles Android avec Kotlin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Et si vous avez des propositions, bien sûr, et n'hésitez pas aussi de liker la vidéo si vous avez aimé cette première partie. Et aussi pour nous encourager, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Donc, à la prochaine, on se voit dans la deuxième partie.